Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 29 mai. Le prix de l'essence toujours plus haut, les cours sont pourtant stables, mais la demande des consommateurs s'accroît. Document exceptionnel dans cette édition, une équipe de France 2 avec Paris Burgot et Bruno Giraudot revient de Birmanie, reportage en compagnie d'Aung San Suu Kyi qui remporta il y a 10 ans les élections législatives, victoire confisquée depuis par une junte militaire. Aung San Suu Kyi dénonce une certaine indifférence internationale, reportage exclusif dans quelques minutes. Une jeune lycéenne d'origine sénégalaise a disparu de son lycée parisien. Ses camarades de classe s'inquiètent de son sort. Première journée des internationaux de tennis de Roland-Garros. Premier vainqueur, premiers éliminés. Nous ferons le point à la fin de cette édition. Et puis le cinéaste Emir Kusturica fait aussi de la musique. Il est en tournée en France avec le No Smoking Orchestra. Et croyez-moi, ça déménage. Chaque automobiliste aura pu le constater depuis quelques jours, les prix de l'essence sont de plus en plus hauts, y compris aux pompes des hypermarchés. Les cours du pétrole sont pourtant relativement stables, mais cette stabilité se situe quand même à 29 $ le baril, selon les dernières cotations à la fin de la semaine dernière. Si la production n'augmente pas, c'est la demande qui, elle, est en très forte croissance. Ceci explique sans doute cela. Reportage David Boéry et Jean-François Hoffman. Contrairement aux apparences, le prix de l'essence a baissé. Et oui, vous avez bien entendu, mais c'était le mois dernier et tout le monde ne s'en est pas vraiment rendu compte. Moi je roule la moto tous les jours, la baisse, moi je ne l'ai pas ressenti, ça c'est clair. En tout cas, le prix à la pompe, eh bien, voilà, il est toujours pareil, de plus en plus cher. À 8 francs pratiquement le litre. Je me souviens d'une époque où on disait à 5 francs, les voitures ne rouleront plus. Eh bien elle descend, elle remonte, mais elle monte plus qu'elle descend. Il faut dire que la baisse aura été de courte durée. Pendant le mois d'avril, les prix à la pompe ont effectivement reculé en moyenne d'une vingtaine de centimes par litre de super sans-plomb. Mais depuis un mois, la hausse est de retour, montrée du doigt. Les compagnies pétrolières plaident aujourd'hui non coupables. Nous ne souhaitons pas avoir des prix en hausse permanente. Il faut que les prix se stabilisent. Mais le marché international fait les prix. Les pays pétroliers font les prix. Les pays pétroliers, les fameux membres de l'OPEP, avaient pourtant promis d'augmenter leur production pour faire baisser les prix. Une décision qui a bien eu un effet sur les cours, mais le baril flambe à nouveau pour être aujourd'hui encore autour de 29 $. Logiquement, le litre de super suit le mouvement autour des 7,30 francs. Effectivement, l'OPEP a augmenté sa production, mais finalement moins qu'on ne le pensait. Et l'autre élément, c'est que les opérateurs du marché sont assez inquiets sur les perspectives, non pas pour maintenant, mais pour le troisième trimestre, où la demande d'essence aux États-Unis est toujours très forte, cette demande saisonnière, et on pense que les stocks sont trop bas pour faire face à cette demande, donc le prix du pétrole brut est en train de remonter dans la crainte de la demande du troisième trimestre. A priori, les prix à la pompe ne devraient donc pas baisser dans les prochaines semaines. Pour payer moins cher, reste une seule solution, choisir un moyen de locomotion plus économique. Une semaine avant le début des opérations de pompage du fioul encore retenu dans les cuves du pétrolier Erika au large du sud de la Bretagne, un premier navire de lutte anti-pollution, le British Shield, est arrivé aujourd'hui à Brest. Pour l'ensemble de l'opération, ce sont 5 bateaux qui seront utilisés avec des équipes de plongeurs et des robots sous-marins. Commentaire Romuald Bonan. Dans les soutes de ce navire anti-pollution venu d'Écosse, 2 énormes barrages flottants, les plus performants du moment. Le premier bateau affrété par Total pour vider les cuves de l'Erika a rejoint Brest ce matin. En mer, le British Shield servira de base logistique pendant toute l'opération. Les 20 hommes d'équipage devront aussi gérer d'éventuelles fuites liées au pompage, et cela en pleine saison estivale. Et on serait très content si on ne se servait pas de ce bateau. Faut savoir aussi qu'il y a un deuxième bateau, la Marine nationale, mais également un navire sur zone, l'Ailette, qui sera elle aussi équipée de pompes pour pouvoir pomper du fioul lourd numéro 2. Dans le courant de la semaine, vont arriver un remorqueur pour aider au déploiement des barrages et aussi 2 navires de support de plongée avec à bord des robots sous-marins. Une fois sur zone, les travaux pour préparer le terrain vont commencer. En clair, par 120 mètres de fond, il va d'abord falloir percer des trous sur les 2 morceaux d'épave distants de 10 km pour ensuite poser des vannes. L'opération ne devrait commencer que début juillet, juste après l'arrivée en Bretagne du navire de pompage, le Crystal Océan. Le bateau sera relié à cette énorme structure de 50 tonnes posée au fond de l'eau. Car pour vider les cuves de l'Erika, il va falloir utiliser du diester de colza, un gasoil vert biodégradable, pour fluidifier les 20 000 litres de fioul lourd semblable à de la pâte à tartiner. L'opération est délicate. C'est une opération qui se fait très rarement
Et c'est une opération pour laquelle on a voulu que ça soit fait dans un temps le plus court possible, c'est-à-dire que ça soit terminé à l'automne. Finir avant la fin septembre, absolument, car le dispositif mis en place ne pourra pas supporter les conditions météo automnales au large de la Bretagne. Il y a 10 ans, jour pour jour, à Rangoon, la capitale de la Birmanie, la Ligue nationale pour la démocratie remportait les élections. Les militaires birmans ne l'ont jamais accepté. La démocratie est devenue une dictature et Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, résiste. Cette date anniversaire a été très contrôlée par l'armée et la police anti-émeute ces derniers jours. Pour France 2, Maryse Burgot et Bruno Giraudon se sont rendus en Birmanie, pas avec un visa de travail, car toute enquête sur la vie politique birmane est interdite. Il faut donc se faire passer pour un touriste et mettre en place une sortie clandestine des cassettes. Dans ces conditions, nos envoyés spéciaux ont réussi à suivre Aung San Suu Kyi, venu au sein de ses partisans, répéter une nouvelle fois sa détermination, sa force, même si bien des pays occidentaux, dont la France, ne lui semblent pas très sensibles à son combat. Pour les militaires au pouvoir à Rangoon, elle est le diable. Pour le peuple birman, elle est l'unique espoir. Nous avons rencontré Aung San Suu Kyi dans le modeste siège de son parti politique à Rangoon. Et ce que nous avons vu ici force le respect. Car le seul fait de mettre un pied dans ce lieu difficilement toléré par la junte peut conduire en prison. Le seul fait de venir écouter cette femme parler de démocratie est une leçon de courage. Une aura, un charisme impressionnant, Aung San Suu Kyi est incontestablement la fille de son père, le général Aung San, héros de l'indépendance de la Birmanie, assassiné en 1947. Il y a tout juste 10 ans, le parti d'Aung San Suu Kyi gagnait les élections législatives en Birmanie. Victoire incontestable, mais niée par les militaires qui ont gardé le pouvoir et réprimé toute contestation. Ces hommes, postés en face du parti, sont des agents de renseignement de la police militaire. Toute personne aperçue ici est dûment photographiée. 60 députés du parti d'Aung San Suu Kyi sont aujourd'hui en prison. Notre peuple, c'est vrai, est terrorisé. Il n'y a pas d'état de droit ici, il n'y a pas de justice. Les gens sont purement et simplement jetés en prison si les autorités n'aiment pas ce qu'ils font. Il suffit pour s'attirer les foudres des autorités de ne pas être d'accord avec elles. Intimidation, chantage sur les familles. La répression sous toutes ses formes a bien sûr vidé le parti de ses forces vives. Pourtant, si d'autres élections avaient lieu aujourd'hui, la Ligue pour la démocratie l'emporterait à nouveau, comme il y a 10 ans. Aussi parce que le pays est aujourd'hui exsangue. À cette époque, l'économie n'était pas en si mauvais état. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, l'économie est en ruine. L'éducation de notre jeunesse a terriblement souffert parce que les universités n'ont cessé d'être fermées, puis rouvertes, puis refermées ces dernières années. Rangoon est donc aujourd'hui l'une des capitales les plus pauvres d'Asie. Et tant que la junte n'acceptera pas les résultats du scrutin de 90, Aung San Suu Kyi appellera au boycott économique de son pays. À cet égard, elle reproche au gouvernement français de laisser le pétrolier Total y faire des affaires, malgré la nature du régime. Le gouvernement français n'a pas pris de mesures particulières pour signifier clairement au régime militaire que ce qu'il fait est absolument inacceptable. Ce n'est pas l'un des membres les plus engagés au sein de l'Union européenne. Je pense que d'autres sont beaucoup plus actifs pour soutenir la cause de la démocratie en Birmanie. Et bien sûr, on apprécierait un soutien plus clair, pas uniquement de la part du gouvernement français, mais de tous les pays et de tous les peuples du monde.
Courage politique à toute épreuve, Aung San Suu Kyi est devenue un mythe dans son pays. La junte aura pourtant tout essayé pour la pousser à l'exil. Elle n'a pas vu ses 2 enfants depuis 4 ans et son mari est décédé l'an dernier en Angleterre sans avoir été autorisé à venir la rejoindre à Rangoon. Mais plus le pouvoir la harcèle, plus sa popularité augmente. Son visage et sa ténacité sont donc aujourd'hui une humiliation quotidienne pour le régime. Suite de l'enquête et 3e partie de l'enquête menée par Maryse Burgot et Bruno Giraudot en Birmanie demain dans notre édition de 20h. Au Pérou, c'est une autre dictature rampante, celle-là qui se poursuit. Le 3e quinquennat du président péruvien Alberto Fujimori qui commence s'annonce difficile et très contesté sur le plan intérieur comme sur le plan international. Commentaire Richard Binet. Dès l'annonce des résultats, ils sont descendus dans les rues de Lima. Même si tout était joué d'avance, après qu'Alexandro Toledo, le principal rival du président Fujimori, eut jeté l'éponge pour protester contre les fraudes massives du premier tour. Alberto Fujimori se succédera donc pour la 3e fois lui-même, l'homme dont la main ne tremble jamais. Les Péruviens aimaient bien celui qu'ils appelaient El Chino, le chinois, même s'il était d'origine japonaise. Mais celui qui avait su redresser l'économie du pays et mettre à genoux les terroristes du Sentier lumineux semble avoir changé. Lorsqu'il parle de lui, c'est désormais à la 3e personne. On le disait déterminé, il serait aujourd'hui autoritaire, dictatorial, disent ses opposants. À Lima, plus de 50 000 personnes se sont regroupées autour de leur leader, Alexandro Toledo, économiste, expert à la Banque mondiale. Il a appelé au boycott actif des élections. Plus de 30% des bulletins ont été déclarés nuls. Pour lui, c'est une victoire. Comme Fujimori, nous n'avons pas de bus pour organiser des meetings. Nous n'avons pas de riz pour acheter des voix, d'ordinateur pour manipuler les chiffres. Mais nous avons notre dignité. Toute la nuit, de jeunes Péruviens se sont opposés aux forces de l'ordre. Des violences qui se sont déjà étendues au reste du pays et pourraient inciter les militaires à reprendre le pouvoir et mettre fin à 10 ans de paix civile. Au Kosovo, dans le sud-est du pays, à Cernica, un Albanais a tué 3 Serbes, dont un enfant, au cours d'une fusillade. Le meurtrier s'est rendu aux forces de l'ordre internationales. Bernard Kouchner, le représentant des Nations Unies au Kosovo, a condamné ce crime méprisable et stupide, a-t-il dit. En Iran, à Shiraz, aujourd'hui, c'était la dernière audience du procès des 13 juifs iraniens accusés d'espionnage, dernière audience à laquelle ils étaient convoqués. Les avocats de la défense ont demandé l'acquittement de leurs clients. Nos envoyés spéciaux Jean-Marc Ilouz et Jean-François Renou assistaient à cette audience à Shiraz. Ils rapportent l'impression d'un procès non maîtrisé et souvent proche de l'improvisation. Ne la quitte jamais depuis 15 mois. Son fils Ramin est l'un des 13 juifs accusés d'espionnage au profit d'Israël par le tribunal révolutionnaire de Shiraz. Comme à chaque audience, les familles des détenus, la plupart d'origine modeste, campent à l'iranienne, à même le trottoir, devant le tribunal, en espérant qu'un magistrat viendra enfin leur dire que leur cauchemar est terminé. Si Dieu veut, les poursuites seront abandonnées et tout le monde sera libéré, dit le père de Ramin, propriétaire d'un magasin de parfumerie. Il se dit un tout petit peu moins inquiet. Dans un persan impeccable, ce diplomate australien tente de rassurer. Simple acte de présence, il ne peut pas assister au procès lui-même. Même si la police, en uniforme ou en civil, n'est jamais bien loin, à l'intérieur du tribunal, l'ambiance n'est ni vraiment révolutionnaire, ni vraiment celle d'une cour de sûreté de l'État. Voici Hossein Ali Amiri. Le président de chambre est déjà devenu, chose rare en Iran, un familier des journalistes. Il aura, comme chaque fois, un petit mot pour les familles, un petit mot entre Iraniens. Les Juifs d'Iran sont iraniens depuis 25 siècles. Ambiance surréaliste pour procès surréaliste. Le service de renseignements iranien avait autorisé un procès public. Le président Khatami souhaitait un procès équitable, mais par-dessus leur tête. Le pouvoir judiciaire, entièrement contrôlé par les conservateurs, aura imposé un huis clos et des aveux télévisés. Autant de contradictions que n'aura cessé de relever avec courage l'avocat iranien des 13 juifs de Shiraz.
Presque 8 mois de détention maintenant pour Brice Flotio, photographe indépendant, otage quelque part en Tchétchénie d'un groupe de rebelles depuis le 1er octobre 1999. Une campagne de soutien est lancée avec un badge, ce badge à son effigie. Aujourd'hui, des élus du Conseil de Paris s'associent à cette campagne, et ce devant l'hôtel de ville de Paris. Qu'est devenu Fatoumata? Cette question sans réponse mobilise le personnel et les élèves du lycée Colbert dans le 10e arrondissement de Paris. Fatoumata est une élève sénégalaise en classe de terminale, on l'a dit brillante, candidate aux classes préparatoires, mais elle ne s'est pas présentée aux premières épreuves du bac et ses camarades de classe craignent qu'elle n'ait été contrainte de rester au Sénégal lors des dernières vacances de Pâques. Enquête Nabila Tabouri et Nathalie Gallet. Où je passe de super vacances au soleil avec ma famille. Quelques phrases griffonnées au dos d'une carte postale, ce sont les seules nouvelles de Fatoumata reçues par ses amis. À Pâques, la jeune fille est partie au Sénégal pour 2 semaines de vacances. Elle aurait dû rentrer il y a un peu plus d'1 mois pour passer son bac. Absente des cours, elle ne s'est pas non plus présentée à son épreuve optionnelle de latin. Depuis 1 semaine, tous les élèves de son lycée se sont mobilisés. Ils veulent alerter l'opinion publique sur le cas de Fatoumata, pour conjurer l'inquiétude. De voir comme ça une bonne élève du jour au lendemain partir au Sénégal et ne plus donner de nouvelles, alors qu'on savait pertinemment que ce qu'elle voulait c'était passer son bac. Si elle n'était pas retenue contre son gré, je pense qu'on aurait des nouvelles. Je vois pas pourquoi ses amis n'auraient plus de carte. Même un coup de fil ou que ce soit quoi. Excellente élève, Fatoumata n'avait jamais manqué les cours, pas même en milieu d'année, au plus fort d'un conflit qui l'a opposé à ses parents. Grâce à une conciliation, les choses semblaient s'être arrangées jusqu'au départ de la jeune fille pour le Sénégal avec son père. Les responsables de l'établissement ont bien tenté de joindre la mère de Fatoumata, mais à chaque fois, les réponses diffèrent. Est-ce qu'on peut espérer qu'elle va être rentrée? Vous ne savez pas? Mais elle est plus malade là. Vous nous aviez dit à un moment qu'elle était malade. Ce qu'ils craignent le plus, c'est que Fatoumata soit retenue contre son gré, ou pire, qu'elle ait été mariée de force. C'est délicat parce qu'en même temps, on ne veut pas directement mettre en cause la famille ou mettre en cause une culture qui est différente de la nôtre. Et c'est un petit peu ça l'ambiguïté. Pour l'instant, aucune enquête de police n'a été lancée en France. De son côté, le nouveau président sénégalais, Abdoulaye Wade, a promis de suivre l'affaire. À Londres, la police a arrêté un homme de 40 ans à la fin de la semaine dernière. Il serait le meurtrier de Jill Dando, qui fut une présentatrice célèbre de la BBC. Jill Dando a été assassinée en avril 1999. L'enquête judiciaire sur des manœuvres frauduleuses dans la composition des listes électorales de la ville de Paris progresse, puisque l'on vient d'apprendre que 15 personnes ont été mises en examen. Parmi ces personnes, le sénateur et premier adjoint au maire de Paris, Jacques Dominati. Explication Olivier Caroff. Une manœuvre de basse police. C'est ainsi que Jacques Dominati, le numéro 2 de la ville de Paris, commande ce soir sa mise en examen dans l'affaire des faux électeurs du 3e arrondissement. Avant de lui demander des comptes, la justice a pourtant pris son temps, 5 ans d'enquête. L'affaire remonte à 1995. La gauche vient de chasser Jacques Dominati de la mairie du 3e. Mais l'ancienne équipe a oublié un détail, quelque part dans la mémoire d'un ordinateur, une liste informatique d'électeurs fantômes. Le fichier est extrêmement précis. Sur la première colonne, les fausses adresses où sont domiciliés des centaines d'électeurs. Colonne suivante, la liste des contacts, ceux qui sont soupçonnés d'avoir truqué les listes électorales. Parmi eux, Guy Legris, lui aussi vient d'être mis en examen. Il est réputé proche de Jean Tibéri. L'année dernière, un homme de l'équipe de Guy Legris était passé aux aveux. Il révélait un système massif de fraude électorale. Si le militant qui s'était inscrit sur le 3e arrondissement, puisque c'est cela que je vais vous confirmer, faisait pression pour avoir un avantage dans ceux que je vous ai cités, il est bien évident qu'à ce moment-là, il avait beaucoup plus de chances de l'avoir que 15 jours avant son inscription. Nous avons gagné à Paris dans les 20 arrondissements. Ce système aurait notamment fonctionné en 89, lorsque Jacques Chirac avait réussi le grand chelem au municipal. Il y a quelques semaines, les partis civils avaient demandé l'audition de l'ancien maire de Paris, demande rejetée en l'état de l'enquête par les juges d'instruction.
France Télécom poursuit son développement et élargit ses capacités. Après la prise de contrôle de plusieurs sociétés de divers pays européens, dont pour le dernier la Pologne, France Télécom vient d'acquérir l'opérateur mobile Orange, opérateur britannique, pour une transaction de quelques 50 milliards d'euros. C'est cher payé, mais c'est paraît-il à la mesure des promesses du marché. Commentaire Luc Bazizien avec François Granier. Est-ce de l'intuition ou du hasard? Le nouveau logo de France Télécom, présenté il y a tout juste 3 mois, affiche une couleur orange. Cette fois, l'opérateur français pourrait ajouter à sa liste familiale la marque Orange, incontournable de la téléphonie mobile britannique. Le numéro 3 du marché en Grande-Bretagne compte plus de 6 millions d'abonnés. Vodafone en est pour le moment propriétaire et contraint par Bruxelles, pourrait bien le céder aux Français pour environ 50 milliards d'euros, soit 328 milliards de francs. Une somme énorme qui correspond au double du chiffre d'affaires de France Télécom, équivalent par exemple à l'achat de 1000 Airbus moyen courrier A320. En fait, chaque abonné Orange coûterait environ 55 000 francs. France Télécom veut y mettre le prix, histoire de ne pas manquer l'occasion de mettre un pied à la fois en Grande-Bretagne et dans le futur. Dans les services qui tirent le marché des télécoms, il y a d'abord le mobile et Internet. Quand on regarde Orange, il s'agit d'un opérateur mobile qui vient d'acquérir une licence pour exploiter Internet sur le mobile. Donc Orange constitue une cible tout à fait attractive pour France Télécom. Il s'agit de récupérer coûte que coûte dans chaque pays d'Europe les clés des mobiles de la 3e génération. France Télécom prévoit d'ailleurs de regrouper ce nouveau secteur pour le placer en bourse d'ici 1 an. La suite des mouvements sociaux à la SNCF ayant pour origine les modifications des horaires de travail d'été pour les personnels. Si pour les TGV le service prévu pour demain est normal, voici quelques modifications pour les trains de grande ligne. Je vous laisse les découvrir. Donc un train sur 2, un train sur 3, 2 trains sur 3, 3 trains sur 4. Donc il y a des variations selon les trains de grande ligne. Ensuite les TER, les trains express régionaux, services perturbés Marseille, Nantes et Nevers. Et puis le réseau Île-de-France aussi qui connaîtra quelques perturbations. En revanche, retour à la normale demain prévu à Lyon dans les transports en commun. Une grève avait perturbé la circulation des bus ce dernier week-end. Et puis ce sont les exploitants d'auto-écoles qui se sont signalés ce lundi dans de nombreuses villes. Opération escargot, barrage filtrant, à l'appel du Conseil national des professions d'automobile qui réclame un recrutement massif d'inspecteurs et la mise en œuvre de mesures contre la violence dans les centres d'examen du permis de conduire. Installation officielle par le Premier ministre du Conseil d'orientation des retraites. Il sera présidé par Madame Yannick Moreau. Monsieur Jospin souhaite que la cohésion du système actuel puisse être maintenue tout en évoquant de nécessaires évolutions. Pour l'instant, le MEDEF refuse de participer à cette instance. Dernière série d'essais en mer pour le porte-avions Charles de Gaulle. Il s'agit d'effectuer tous les tests avant une traversée de longue durée. Le porte-avions qui est resté 7 mois et demi à l'arrêt pour plusieurs travaux d'adaptation, dont l'allongement du pont, doit être capable d'entrer en service actif à la fin de cette année 2000. Reportage Laurent Boussier, Bruno Giraudot. Comme pour rattraper le temps perdu. Après 7 mois passés à quai, pour des travaux qui ont tout de même coûté 400 millions de francs, le Charles de Gaulle a enfin repris la mer. Super étendards, rafales, depuis 10 jours, l'activité à bord est intense. Il s'agit d'essayer de tester tous les équipements au maximum de leur capacité. Tenez, la fameuse piste d'appontage, elle a été rallongée de 4 mètres. Aujourd'hui, plus de problème semble-t-il. Même en conditions extrêmes, les Hawkeyes, ces avions de guet aérien de 25 tonnes, se posent et manœuvrent en toute liberté. Quant aux pilotes de combat qui sont à bord, tous participaient il y a 1 an à la guerre du Kosovo à bord du porte-avions Foch. Grosse différence, donc comme je l'ai dit, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus moderne que l'autre. L'autre différence qui est assez marquante quand on arrive à bord de celui-là pour la première fois, c'est que le pont est beaucoup plus large, enfin beaucoup plus large, et plus large en tout cas, et on est, sans dire d'être plus à l'aise, on a quand même un peu moins d'appréhension quant aux dimensions du bateau lui-même. Deuxième grand chantier pendant ces 7 mois d'immobilisation, le renforcement du dispositif de radioprotection. Conçu au milieu des années 80, la sécurité autour des chaudières nucléaires n'était pas satisfaisante. Pour respecter les futures normes européennes, nous avons ajouté 170 tonnes de matériaux absorbant les rayonnements, tout simplement. Autre nouveauté dans la marine, la féminisation de l'équipage. Tandis que Sandrine travaille sur une bombe guidée laser dans la soute à munitions, Morgane, elle, surveille avec ses collègues pompiers les décollages et atterrissages des avions. Pour toutes, l'arrivée à bord s'est bien passée. Donc on nous a préparé des locaux, bon, avec les douches à côté, tout ce qu'il faut. Et c'est bien passé, quoi. Il y a pas de... À terme, elles seront 150 sur un total de 2000 personnes embarquées. À l'automne prochain, le Charles de Gaulle sera admis au service actif.
Il deviendra alors ce pour quoi il a été conçu, une redoutable machine de guerre et de gestion de crise. Une force qui pourrait très vite être appelée à se rendre au large des côtes du Liban. Les agriculteurs membres des centres départementaux des jeunes agriculteurs, ces DJA, se sont multipliés toute cette journée pour mieux se faire entendre en France. Des barrages, mais aussi des opérations de péage gratuit, comme ici à Saint-Arnaud en Yvelines, pour ces militants agricoles qui s'insurgent contre la taxation de leurs revenus. Barrage routier inédit celui-là, d'une toute autre nature, avec la séance du Conseil général du Cantal sur une route nationale à l'entrée du tunnel du Lioran. Les élus voulaient ainsi symboliquement attirer l'attention sur la difficulté du financement de la rénovation de ce tunnel qui fut creusé en 1843 et il a donc bien besoin de réparation. Reportage Jean-Bernard Schmitt et Sylvain Daubin. Les symboles de la République au champ, ou plutôt sur le bord de la route. J'ouvre la séance exceptionnelle du Conseil général. Réunion extraordinaire. Les élus du Cantal ont tenu séance devant l'entrée du tunnel du Lioran, cause de tous leurs soucis aujourd'hui. Percé en 1843, l'édifice routier est le plus vieux de France. Il est obsolète et dangereux. Il n'y a aucune issue de secours. Quand vous êtes à l'intérieur de ce tunnel de 1414 mètres, vous ne pouvez pas en sortir. Il n'y a même pas un refuge pour y mettre quelques piétons qui se seraient aventurés, ce qui n'arrive jamais. Ajoutez à cela que le tunnel est trop étroit, mal protégé contre le feu. Bref, il faut tout refaire. Là-dessus, tout le monde est d'accord, mais personne ne l'est lorsqu'il s'agit de payer. Le coût du chantier est évalué à 500 millions de francs. L'État et l'Europe en donnent une partie. La région, pour l'instant, refuse de participer, estimant que seul l'État est responsable. Reste le département du Cantal, qui veut limiter sa part à 50 millions. L'État doit payer. Alors, nous ne sommes pas jusqu'au boutiste. Nous avons tellement besoin de cette sécurité du Lioran. Nous sommes tellement engagés dans ce combat pour la vie que nous sommes prêts à mettre un peu d'argent, mais à la hauteur de nos possibilités contributives. Depuis des mois, aux côtés des élus, les patrons, commerçants, agriculteurs du Cantal se mobilisent. Au-delà de la sécurité du tunnel, Tu deviens un pro de la manif. c'est la survie du département qui se joue. Actuellement, nous sommes un département rural et il faut que la solidarité nationale, il nous faut une péréquation pour effectivement donner au département les moyens de vivre. Car pour vivre, il faut pouvoir circuler sur des routes performantes et cela coûte cher. Mais ces nouvelles voies de communication sont aux yeux des habitants seules capables de sauver le Cantal de son isolement. Dans le département du Lot, aux environs de Figeac et de Montcabrier, des découvertes archéologiques faites il y a 2 ans de très grande valeur viennent d'être révélées. Il s'agit de 2 grottes recélant des gravures préhistoriques rares et notamment la représentation de corps féminins. Explication Laetitia Legendre. Cette gravure est une silhouette féminine de profil droit très stylisée avec la ligne de dos ici, le fessier, la cuisse qui reprend ici, la ligne de ventre, le sein ici. Elles revivent après 10 000 ans d'oubli. Cet étudiant en archéologie ose à peine croire à sa découverte. Des gravures préhistoriques datant du paléolithique qui viennent perturber les certitudes des spécialistes. Dans cette grotte de Montcabrier, il a trouvé aussi un bestiaire extraordinaire, des chevaux, des bouquetins ou encore de drôles d'oiseaux. Mais ce sont surtout ces 5 silhouettes féminines qui font de cette grotte un trésor sans prix. Il y a des règles de convention, elles sont toujours acéphales, c'est-à-dire sans tête, et apodes, c'est-à-dire sans pied. Donc en fait, elles sont réduites à la partie centrale du corps féminin, centrée sur le fessier, avec toujours le même type de profil. Et exceptionnellement, elles ont des bras, c'est le cas ici d'ailleurs à Pestillac. À l'autre bout du département, la grotte de Fessel. Une autre Vénus de l'ombre et surtout 50 chevaux au galop et un auroch. Vestige exceptionnel d'une période clé encore mal connue des paléontologues. C'est le moment où le climat change, le climat se réchauffe, la faune change également. C'est-à-dire que il y a moins d'espaces découverts, il y a davantage de bois, les rennes s'en vont, ils sont remplacés par les cerfs, etc. Donc leur mode de vie change, probablement leur religion change aussi. Déchiffrer les mystères des femmes sans tête permettra peut-être de mieux comprendre les rites religieux de nos lointains ancêtres. Un dialogue avec le passé réservé aux seuls spécialistes. Les 2 grottes en effet et leurs fragiles trésors resteront sans doute inaccessibles au grand public.
Du sport, du football avec Fabien Barthez qui avait dit qu'il restait à Monaco, mais on vient de l'apprendre, le gardien de l'équipe de France jouera la saison prochaine à Manchester. Il a signé un contrat de 6 ans pour un montant non encore révélé. Les internationaux de tennis de Roland-Garros, première journée au féminin comme au masculin. Alors voici quelques résultats. Qualification parmi les Françaises de Mauresmo, Pierce, Tosia, Testu, mais élimination de Julie Allard. Au masculin, victoire de Grosjean chez les Français. En revanche, défaite de Golmar. On aura noté que Kuerten, Chang, Hingis et Céleste sont passés aisément le premier tour. En revanche, ce fut une bataille acharnée entre Pete Sampras et Marc-Philippe Poussier en 5-7. Une bataille que vous avez suivie sur France Télévisions. Finalement, Sampras a cédé. Compte rendu Nathanaël de Rinxin et Alain Poirier. Cette fois encore, il y a mis tout son cœur, mais ça ne l'a pas sauvé d'une nouvelle déconvenue à Roland-Garros. Avec leur jeu offensif, Sampras et Philippe Poussis ont régalé les 15 000 spectateurs du Central cet après-midi pendant près de 4 heures. Volé, service volé, par moments, on se serait cru à Wimbledon. À ce petit jeu, l'Australien a pris le meilleur sur l'Américain. Il a surtout mené 2-7-1 en pratiquant un tennis de rêve. Malmené, dominé, Sampras réussit pourtant à prendre de la hauteur. Quelques coups de génie, un passing bien tiré. Il revient au niveau de son adversaire. Un 5e set, le public jubile et offre au nouveau Central sa première vague de bonheur. L'issue du match reste incertaine jusqu'au 14e jeu de la dernière manche. Sampras craque et offre la victoire à Philippe Poussis sur une double faute. Sampras quitte le tournoi dès le premier tour, le seul tournoi du Grand Chelem qu'il n'a jamais gagné. Demain, André Agassi, le vainqueur du tournoi 99, disputera son premier match du tournoi 2000. Le tirage au sort lui est a priori très favorable. Il sera opposé à un jeune Français, un Français de 27 ans, d'origine bayonnaise, Anthony Dupuis. Ce dernier est classé autour de la 100e place mondiale. Et puis un jour, l'Australien Patrick Rafter lui avait dit de s'accrocher. Eh bien, il a suivi le conseil. Et demain, donc, à Roland-Garros, Anthony Dupuis sera David contre Goliath. Reportage Christelle Bertrand et Alain Poirier. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. André Agassi, détendu, prépare son cours et tout aussi méticuleusement son premier tour à Roland-Garros. Le sort a voulu qu'il rencontre un joueur qu'il ne connaît pas. L'entraîneur du tenant du titre est sans état d'âme. Vous savez, on ne se soucie pas de qui il joue. Pour nous, l'adversaire n'est ni français ni tchèque. André va juste aller sur le court et tenter de passer le premier tour. Loin des clameurs du Central, un homme se prépare dans l'anonymat. Je ne sais pas qui c'est, justement, je me pose la question. Vous le savez peut-être? En fait, depuis peu, rendu célèbre par le nom de son adversaire, Anthony Dupuis est français, il a 27 ans et il oscille aux alentours de la 100e place mondiale. Rencontrer un des meilleurs joueurs du moment ne l'effraie pas plus que cela. Anthony veut juste donner son maximum. Si je prends 6-1, 6-1, 6-2 et que j'ai fait un super match et que pour ma part j'ai vraiment réussi à être libéré, je l'accepterai. C'est dur parce qu'on se dit bon mais c'est vraiment, on pourra jamais jouer ce niveau-là un jour quoi, mais c'est vraiment d'essayer d'être libéré quoi. Si je passe à côté de la partie, je serais très déçu quoi. De par ma crispation ou quoi, là je serais vraiment déçu. Depuis 2 ans, Anthony a beaucoup progressé avec son nouvel entraîneur. Les deux hommes se sont rencontrés sur un court alors qu'ils jouaient l'un contre l'autre. Anthony a bien voulu changer quelques-unes de ses habitudes. Ça a l'air bon et il aimait bien un petit peu la fête, tout ça. Et bon, on peut faire ça, mais à certains moments. Puis à d'autres moments, il faut s'entraîner dur et ça, il ne le faisait pas. Demain, le célèbre et l'anonyme se rencontrent. Pour l'un comme pour l'autre, le résultat ne passera pas inaperçu. On suivra tout ça sur France Télévisions, car Roland-Garros avec France Télévisions, c'est aussi sur Internet, 24 h sur 24. Résultats, informations sur les joueurs, dialogue en direct tous les jours à midi avec les journalistes et consultants de France Télévisions. C'est sur l'adresse Internet de france2.fr. Basket aussi, la Ligue nationale a accordé un délai supplémentaire de 48 heures pour que les dirigeants du CSP Limoges produisent un document comptable leur permettant de rester en championnat national, et ce le jour même où à Limoges on fêtait le 9e titre de champion de France des basketteurs du Cercle Saint-Pierre Limougeau.
Emir Kusturica n'est pas seulement un cinéaste de talent, mais pas non plus uniquement le comédien utilisé par Patrice Lecomte dans La Veuve de Saint-Pierre. Il est aussi musicien, joueur effréné de guitare, en tournée actuellement en France. Originaire de Sarajevo, Emir Kusturica se produit dans une formation dont les musiciens viennent également de Sarajevo. Le tout s'appelle No Smoking Orchestra et croyez-moi, ça déménage comme l'ont constaté à Mérignac, Éric Perrin et Philippe Dumail. Au revolver à 6 coups, il préfère la guitare à 6 cordes. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les munitions d'Emir Kusturica sont de la dynamite. Exubérante, étourdissante, frénétique, la musique que joue Emir Kusturica et les 11 musiciens du groupe No Smoking est à l'image des films qui l'ont rendu célèbre. Cette tournée rock à la sauce balkanique permet aux cinéastes de braquer les lumières sur des salles généralement obscures. En tant que metteur en scène, c'est une expérience très différente parce que d'ici, je vois le public de mes films. En plus, il saute en face de moi. Ça pour sauter, ça saute. Faut dire que le groupe No Smoking est né à Sarajevo dans les années 80 en plein mouvement punk. Depuis, l'orchestre, composé de musiciens aussi virtuoses que fous, a créé son propre style appelé Unza Unza. On mélange toutes nos influences dans un shaker et on serre le tout sur un rythme à la Michael Schumacher. Le nom de ce rythme, c'est Unza Unza. C'est comme une représentation de cirque, et le cirque vous injecte une incroyable dose d'énergie. Ça doit être pour ça qu'on est aussi crevé. Il est vrai que sur scène, la performance du groupe tient du marathon, ce qui n'empêche nullement la virtuosité. La preuve quand Jevan, le violoniste, se transforme en aventurier de l'archer. Pour moi, la culture n'a d'avenir que si elle remplit une mission thérapeutique. Si votre art rend les gens heureux, leur fait sentir leur cœur, leur tripes. Médicaments pour faire tourner la tête, pilules pour accélérer le rythme cardiaque, la posologie musicale et visuelle d'Emir Kusturica et No Smoking tient de tout cela en même temps. Une bien drôle de tisane, Zigan. Voilà, je vous avais prévenu, si vous voulez vérifier, ils seront le 1er juin à l'Olympia à Paris. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux actualités que nous avons développées. Tout d'abord le prix de l'essence qui est toujours plus haut. Les cours sont pourtant stables, à la hausse, autour de 29 $ le baril. Mais c'est la demande des consommateurs qui s'accroît. Et puis la première journée des internationaux de tennis de Roland-Garros, c'est déjà une élimination importante, celle de Pete Sampras, battu en 5-7 par l'Australien Marc Philippoussi. Dans quelques secondes, la météo avec Nathalie Griouet. Et puis je vous recommande Le jour après jour de Jean-Luc Delarue dans quelques instants, avec pour thème en finir avec la boulimie et l'anorexie. Puis ensuite le magazine Argent Public, présenté par Sylvain Attal. Le dernier journal de la rédaction, c'est Laurence Ostolaza qui vous le présentera à 0h45, suivi du résumé de la première journée du tournoi de tennis de Roland-Garros. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Yves Thibault de Silgui, l'ancien commissaire européen. À 13h, vous trouverez ici même Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.